Donc, cette table ronde, je voudrais la commencer avec vous deux. Donc, je vous présente en premier Safia Azny, d'abord, qui est habitante à Roubaix. Vous venez tous les deux du nord de la France. Et Bertrand Clermont-Tonnerre, il va nous en parler, du groupement Rexel, mais qui va nous montrer comment tous ces parcours solidaires dans la fondation aboutissent à de beaux résultats. On va en avoir quelques illustrations. Aurore de Lagarde, ensuite, on vous a demandé également d'être présente, c'est AELA. Alors, AELA, je le traduis quand même, on aime bien les acronymes, mais économie d'énergie pour le logement des agriculteurs. Et vous nous direz comment, et on commencera avec un petit film d'ailleurs très, très explicite, comment vous intervenez, comment vous allez repérer aussi, et à la rencontre des agriculteurs, pas toujours une population facile à joindre. Enfin, Caroline Lehétev, la rénovation énergétique, cette fois dans les territoires d'outre-mer. On ne l'a pas précisé avec Suzanne de Chavigné, mais la chaleur est aussi un thème important lorsqu'on parle de passoires énergétiques. Et vous en savez quelque chose, dans les territoires d'outre-mer, il faut lutter contre ça aussi. Voilà, débat engagé aussi avec vous dans la salle. On a des micros pour ça, je le dis d'emblée. Bonjour donc Bertrand Clermont-Tonnerre et bonjour Safia Azny. On commence peut-être avec vous Bertrand Clermont-Tonnerre. Vous venez d'une région, il faut le dire, où le milieu associatif est très, très plein de vitalité, hein, réellement. On parle de Roubaix, on parle de Tourcoing, on parle aussi de la grande ville de Lille. Safia vient de Tourcoing, voilà. Et vous êtes à Roubaix, je crois, Bertrand. Pas du tout. Non. Alors, vous n'êtes pas loin quand même. On est Rexel, on est parisien. Et en fait, mais vous intervenez vous allez nous raconter ce que vous faites dans le Nord, rassurez-moi. D'accord. J'y vais ? Allez-y, absolument. Merci Dominique. Donc, merci à tous de nous donner, Safia et moi, l'occasion de vous présenter notre initiative à Roubaix. Alors, Rexel, on est distributeur de matériel électrique et la fondation a été créée en 2013 avec le management de Rexel. Donc Rexel, c'est une grosse entreprise. On est 25 000, on fait de la distribution dans 25 pays différents et donc notre activité, c'est d'amener les produits électriques dans les bâtiments et chez les installateurs pour qu'ils puissent l'installer chez vous. En 2013, la Fondation Rexel a été créée avec la conviction qu'il n'y aurait pas de transition énergétique sans solidarité. Et donc, on a créé la Fondation autour de la précarité énergétique. On a monté très vite, en 2013, beaucoup de partenariats et on a fait... on avait des partenariats avec des startups, des entrepreneurs sociaux, des fondations, d'autres fondations, des fournisseurs, des clients. Et je raconte tout ça parce que vous allez voir où je veux arriver. C'est qu'on a fait une réunion un jour comme celle-ci. Et en regardant la vidéo, il y a quelqu'un qui est d'ailleurs en fait, ça s'est passé pendant une réunion des compagnons bâtisseurs où je faisais une présentation. Et il y a une personne que vous connaissez probablement certains qui s'appelle Denis Cordonnier, qui était l'animateur et qui m'a dit « Mais Bertrand, ce que vous faites, c'est super, mais en fait, vous avez oublié quelque chose, c'est que vous avez oublié les habitants. Donc, il y a tout le monde autour de la table dans votre écosystème, mais il manque les habitants, ceux qui savent et ceux pour qui vous travaillez et vous les écoutez pas, ils font pas partie. Et donc, ça nous a été, on a pris une claque un peu dans la figure. Et on s'est dit, mais ce qui est très curieux, c'est que toutes les autres associations, toutes les autres fondations, personne, si ce n'est cette personne, ne nous avait fait la réflexion. Donc, on a décidé, on sort de Paris, on va dans une ville à Roubaix et on se demande pourquoi à Roubaix, les habitants ne vont pas chercher les recours. Pourquoi il y a 40% à Roubaix de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Il y a aussi 40% de chômeurs à peu près. Pourquoi les gens... Et quel pourcentage qui ne prend pas des recours par rapport aux chiffres je qu'on pense nous a donnés tout à l'heure? Ça rejoint à peu près ça doit être 90%, ouais. 95%. Attends que ça, ouais. Si vous voulez, si tout le monde y allait, ça serait aussi un peu embêtant pour l'État. Mais voilà. Donc on s'est dit, on met l'habitant au centre et on travaille avec l'habitant. Alors je vais passer la parole maintenant à Safia. Qui va vous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on fait. Donc, Safia. Alors, avec Safia tout de suite, Safia Azny, qui
Donc, je l'ai dit, c'est Tourcoing. Mais vous partez de votre expérience d'habitante, pas nécessairement une expérience personnelle difficile. On va avoir un autre témoignage avec Kevin Renaud qui est dans la salle, si on va l'appeler tout à l'heure. Mais vous êtes, en tant qu'habitante, vous avez pris conscience qu'autour de vous, il y avait des complications énormes, notamment auprès des personnes âgées. Je crois que vous êtes très proche tout à dans fait. votre quartier En fait, très moi, actif. je suis rentrée. Je fais donc partie du collectif des possibles qui a été initié par la Fondation Rexel. Et j'y suis arrivée en fait parce que le sujet m'intéressait, non pas parce que j'étais habitante en précarité ou en sortie de précarité, mais parce que, à la suite d'une grosse réhabilitation de type en rue chez un bailleur social, donc dans mon logement, je me suis rendu compte, en fait, en me rendant chez des petites copines qui ont entre 70 et 93 ans, que bien que les logements aient été super bien isolés et extrêmement, mais vraiment très bien repensés, on a même pensé à nous faire des volets de façon à ce que l'on garde notre chaud, etc. Il y avait une petite mamie en fait qui avait plus froid après qu'avant la rénovation parce qu'elle savait pas se servir de son thermostat d'ambiance. Donc il y avait un comité de pilotage social qui était organisé autour de cette grosse réhabilitation. Mais elle n'avait pas été repérée dans ce cas précis, qui est pourtant elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être Ouais. parce qu'en fait, le comité de pilotage social avait diligenté des jeunes en service civique pour nous accompagner dans nos questionnements. Mais sauf que elle avait un blocage avec ce centre social-là. Et elle ne voulait pas voir entrer la petite dame parce qu'elle trouvait que c'était une pain-bêche. Voilà. Donc, j'en ai parlé avec une dame que je connaissais qui travaillait chez mon bailleur et qui m'a fait part en fait, d'un projet qui était un projet européen qui s'appelle le projet TRIM. Et donc, bénévolement, en fait, je suis devenue ambassadrice énergie pour le projet TRIM. Et je suis allée aider un peu à comprendre les nouveaux équipements qui étaient dans les logements. Et je me suis rendu compte, en fait, que bien souvent, en n'ayant pas été écoutés, les habitants s'approprient absolument pas les rénovations qui sont... Alors que c'est leur logement, c'est chez eux, c'est leur chez eux. Voilà. On précise d'ailleurs, Safia Azny, que de votre côté, vous l'avez dit, vous avez été très active dans la rénovation de votre logement. C'est pour ça que vous vous êtes rendu compte à quel point c'était important et à quel point on pouvait passer à côté de la plaque si on n'écoutait pas les habitants. Oui, tout à fait. D'autant que c'était un tellement gros chantier de réhabilitation qu'on était relogé le temps des travaux parce que amiante, je passe les détails. Et pour intervenir comme ça sur votre logement, pardon, vous avez dû un peu vous bagarrer Oui, justement. Voilà. Du fait que l'on n'était plus dans nos logements, on était un peu mis de côté parce que accès avec des choses qui cachent vous savez, des tôles de chantier, des choses comme ça. Il fallait aller chercher les informations. Oui. Et donc, vous avez un peu incité vos copines, comme vous dites, ouais. à faire comme vous. Elles sont toujours partantes. Elles sont partantes. Et comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez le sentiment que les choses ont bougé, vous êtes davantage écoutés ou qu'on a pris conscience de l'importance de votre témoignage? On a même mis en place des choses qu'on fait autour d'un thé par la suite. On se relève nos compteurs électriques, nos compteurs de gaz, parce que quand on vieillit, on voit parfois moins bien, etc. Et puis on regarde, on se fait des petits concours entre nous pour voir qui a consommé le moins, des choses comme ça. Bertrand Clermont-Tonnerre, vous nous dites peut-être qu'on aura d'autres témoignages sur ce thème-là, mais vous nous dites bien sûr c'est très important de contacter tout le monde, d'avoir les habitants, d'avoir l'écoute, d'être à l'écoute des habitants, mais ça ne suffit pas toujours parce qu'ils peuvent disparaître, se décourager. C'est long les travaux. Safia a l'air d'accord, oui. Tout à fait. L'exemple de Safia, il est frappant je trouve d'une aberration. C'est-à-dire qu'on rénove le logement, donc ça doit coûter relativement cher, j'imagine, et on ne s'occupe pas de l'habitant à l'intérieur. Ça paraît complètement aberrant de ne pas avoir dépensé le moindre sou pour... alors, dans
dans ce cas, d'ailleurs, ensuite, ils ont accompagné les habitants. Mais que ça ne soit pas préparé, que ça ne soit pas réfléchi, qu'on réfléchisse tant de temps à quel matériel on va mettre dans les bâtiments et qu'on réfléchisse si peu de temps à comment les gens vont l'utiliser, vont se l'approprier. Ça paraît, pour moi, ça paraît Aberrant, totalement aberrant et un peu énervant. Et donc, il n'y a pas de... Moi, ce que enfin, c'est une expression, je ne sais pas si c'est la bonne, en tout cas, moi, je l'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de ruissellement entre la rénovation du bâtiment et la famille à l'intérieur de la maison. Le ruissellement, il n'est pas automatique. Il existe un petit peu, évidemment, mais il n'est pas automatique. C'est-à-dire que pour qu'il existe, il faut être vigilant, il faut être. Pour qu'il existe, il faut que les habitants, il faut leur laisser, il faut les impliquer dès le départ. Il faut arrêter de les, je pense souvent de les assister. Il faut écouter ce qu'ils savent faire. Les compagnons bâtisseurs, vous êtes un excellent exemple. Mais nous, on est surpris. Après, ça fait 3 ans qu'on a commencé ce projet, après plusieurs années de découvrir que un tel, en fait, sait très bien faire du carrelage, qu'une telle a tout à fait compris ce que c'était qu'une chaudière double flux, et en fait, on était passé autour de ça. Donc, pour donner un exemple, la semaine prochaine, on va dans une agence de Rexel, et ses habitants qui vont venir nous expliquer comment marche le matériel de Rexel. Donc, on essaie d'inverser la mécanique et donc de prendre tout ce qu'ils ont à nous donner. Et avec l'idée que, en fait, les bénéficiaires, c'est pas alors là, les bénéficiaires de l'expérience de Roubaix, c'est pas du tout les habitants, c'est pas Safia. C'est la Fondation Rexel, c'est l'écosystème de Roubaix, et au final, c'est aussi l'État qui bénéficie de tout ça, parce que les rénovations vont être plus rapides, les rénovations vont éventuellement coûter moins cher, et les gens seront mieux dans leur logement. On reviendra sur une autre table ronde sur tous les dispositifs pouvoir public. Et Safia, j'aimerais bien que vous soyez rejointe par un autre habitant, c'est Kevin Renaud, qui n'a peut-être pas vécu tout à fait la même chose que vous. Et il va venir accompagné de Yann Goasdoué. Venez auprès de nous parce que peut-être vous avez une petite réaction sur ce qui se dit là. Et on va enchaîner aussi notre table ronde. Restez peut-être Kevin là, Yann, comme vous voulez. Il y aura des micros pour vous deux. Et on a le droit de ne pas mettre de masque, tiens. Ici. Toute petite réaction. Kevin, on va vous présenter un petit peu plus tard avec Yann comment vous avez été accompagné dans votre propre logement, hein. Or, on est bien hors des dispositifs ANA ici, hein, Yann nous le dira. Mais juste une petite réaction sur ce que dit Safia, qui a pris un peu l'initiative d'aller s'occuper de ses co-locataires du même dispositif. Oui. Parce que vous êtes sur une maison individuelle, hein, on y reviendra. Moi, je suis sur une maison individuelle, mais sur la commune de Quimperlé, Tréméven exactement. Et en fait, moi, j'étais un peu en galère financièrement parce que j'ai eu un accident de travail et je me suis retrouvé... pas avec un gros salaire, avec une maison mal isolée, enfin une vieille maison. Et je me suis retrouvé un peu en galère financièrement et j'ai été voir une assistante sociale qui était donc à l'hôpital, qui s'occupait de moi, qui m'a envoyé vers Yann et du coup qui m'a un peu orienté sur les compagnons bâtisseurs. Et voilà, donc du coup Yann est venu à la maison, a vu à peu près le logement, comment il était. Il y avait un vieux tableau électrique, des vieilles fenêtres qui prenaient l'eau et tout. Surtout dans la chambre de ma petite, c'était un peu compliqué, quoi. Vous avez 2 filles, hein, Kevin ? Oui, j'ai 2 filles, oui, une grande de 16 ans et une de 3 ans. Et donc voilà, donc il est venu à la maison et puis il a vu tout ça et on a fait un petit devis. Et il est reparti avec ce devis, il me l'a montré, je l'ai envoyé à l'assistante sociale et en 2-3 mois, il est revenu à la maison pour me dire, écoute, je crois que c'est bon, ça va partir pour rénover tout ça, quoi. Et donc en sachant que lui, il allait venir me filer un coup de main en électricité, et du coup, je me suis un peu relevé les manches et j'ai commencé à acheter des petits matériaux, l'isolation, un peu de placo et tout ça. J'ai fait des petites cloisons. Et quand il est arrivé à la maison, du coup, il m'a tout rebranché. Et pour vous dire que au niveau du jus de l'électricité, je me suis fait une facture de 581 € au départ. Et là, on vient de me la rembourser 450 vu que les travaux ont été faits et tout. Donc, j'ai gagné un paquet
Pas mal. En isolation, ouais, super. Je bouscule un peu l'ordre de notre table ronde, mais ça n'a pas d'importance. J'espère que vous le comprenez, tout le monde. Parce que je voulais justement, à la fois pour Safia et pour Bertrand Clermont-Tonnerre, montrer à quel point, parce que vous êtes compétent, il faut le dire, hein, vous connaissez bien ça, le bricolage. J'avais déjà bricolé un Voilà. petit peu. Sauf que vous aviez un peu baissé les bras, comme on dit. Oui, complètement. Et que là, c'est reparti. Avec un petit détail, c'est ce que je voulais vous entendre dire pour la suite de leur témoignage, hein, Safia, parce que les compétences sont... Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qu'elle fait, elle, auprès des autres habitants? Eh ben, c'est génial. C'est vrai. C'est génial parce que moi, je sais que dans le petit coin où ça qu'on est, il y a beaucoup d'anciens, parce que ma maman s'occupe des anciens combattants. Qui est dans la salle, on la Oui, salue. oui, oui. Et il y a beaucoup de logements, mais qui des anciens qui ont l'habitude de vivre un peu comme ça, mais qui ne savent pas justement qu'ils pourraient avoir des aides rien qu'isoler une vieille maison et tout, comme moi ça a été fait. Ils économiseraient beaucoup d'argent et puis voilà, quoi, ça éviterait qu'ils aient un peu plus, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de sous à la fin du mois. Donc. Bien sûr. Yann Goesby, on continue avec vous deux. Donc cette rencontre avec Kevin, hein, il nous le dit, qui a tout changé, et pourtant c'était au départ assez simple. Oui, finalement, c'est... Assez simple mais fondamental. Rapprochez bien votre micro. Pardon, on a été le petit élément déclencheur qui a permis, juste à Kevin de continuer à avancer par lui-même, selon ses moyens. Une petite précision, c'est vrai que une assistante sociale qui te suivait, en fait, elle s'est passée par un dispositif départemental. Donc il y a une visite eau énergie. Alors on ne retrouve pas ça forcément partout, c'est propre aussi au Finistère, et sur un montant d'aide qui est plafonné à 2 000 euros. Donc c'est vrai que par rapport à la situation de Kevin, on a identifié la possibilité, avec un petit montant, en fait, de réussir à lever un frein assez global dans son chantier. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que Kevin allait pouvoir faire. L'idée, c'était que plus il en faisait, plus on pouvait faire avancer la situation. Donc, il y a eu un petit moment de prise de confiance. Tac, tac, tu t'en occupes de ça, nous s'occupe de ça. Voilà. Et puis, au final, c'est vrai qu'on est resté en contact. Alors, tout s'est passé rapidement pour la demande d'aide, l'attribution de l'aide. Il faut le dire, ça ne va pas toujours aussi vite. Hein. Non, c'est pas tout le temps le cas. Vous, hein. Il y a un petit côté parfois aléatoire. Là, c'était très rapide. Et du coup, quand on échangeait pendant ce laps de temps-là, moi, je m'apercevais que Kevin était en train de faire une grosse partie du boulot qu'on avait prévu de faire nous. Bon, ok. Et en fait, du coup, on a réajusté un petit peu en fait par rapport à la demande initiale, et comme il restait un petit peu d'argent mobilisable en fait, ça a servi à acheter des matériaux pour l'isolation. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que par rapport à ce qui était visé, l'objectif initial, on est arrivé beaucoup plus loin. Et tout ça, bien sûr, maintenant vous en avez discuté ensemble, et c'est Kevin qui sait à quel moment il doit avoir besoin de tel ou tel matériau, ou d'avancer sur telle ou telle direction. Il est sur son tempo. Il est sur son chantier, et voilà. Ah oui, ça y est, je suis reparti sur du neuf, et puis maintenant, ça roule. Il est là, le ruissellement, Bertrand Clermont-Tonnerre, vous êtes d'accord? Ça peut arriver quand même. Je voulais une réaction aussi d'Aurore de la Garde ou de Caroline Lioetev sur ces expériences que nous montrons. Après, on va revenir sur votre partie. Je pense que l'expérience montre aussi que c'est ce petit déclic qui fait qu'ensuite on a la volonté de faire soi-même, et le reportage qu'on va vous montrer aussi par la suite montre ça. C'est que la famille, avec le petit déclic qu'on peut apporter sur des premiers travaux, va se remobiliser derrière et va rentrer dans cette dynamique-là et la poursuivre. Donc en tout cas, voilà, c'est ce que ça montre bien, et je pense que c'est l'aspect positif qu'on peut voir avec l'auto-réhabilitation accompagnée pour ces questions de rénovation énergétique. Ah oui, c'est une bonne illustration. Caroline, autre chose de votre côté, vous êtes d'accord aussi. Alors revenons, on continuera à dialoguer après, bien sûr. Avec vous, Aurore de la Garde, donc là on change un peu de paysage. D'abord, on va en région Rhône-Alpes. Vous êtes coordinatrice de ces économies d'énergie pour le logement des agriculteurs. On va peut-être commencer par un film. Je crois que beaucoup est dit dans ce film. Je l'ai vu, il est très parlant. On va commencer par la vidéo, et puis j'enchaînerai par apporter quelques compléments. Sauf que nous, on va le voir, cette vidéo là dans notre dos. Ah, on n'a pas d'écran de retour, non. Bon, on y va. Pour le public en tout cas, et nous, on va se retourner.
Le programme AELA, donc accélérateur d'économie d'énergie pour le logement des agriculteurs, c'est un programme qui est piloté par MSA Services et les MSA de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est en partenariat avec Solia et donc les compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes et compagnons bâtisseurs Auvergne, qui permet en fait de faire un pré-accompagnement des agriculteurs à toute la phase amont de leurs travaux, les aider à avoir un regard éclairé sur les travaux qu'ils doivent réaliser en priorité dans leur logement et notamment des travaux d'économie d'énergie. Et ça leur permet en fait de leur mettre le pied à l'étrier avec un accompagnement individualisé, à la fois au choix des travaux, un conseil sur les aides financières mobilisables, et puis donc le rôle des compagnons bâtisseurs dans ce programme, c'est d'accompagner pour la partie des travaux auxquels l'habitant souhaite participer. L'autoréhabilitation accompagnée, c'est une manière de faire ces travaux qui permet à l'habitant de participer à son chantier tout en apprenant à réaliser par lui-même les travaux, mais en étant encadré par un artisan ou par un animateur technique qui en même temps lui donne des conseils sur comment réaliser ses travaux, comment faire tel ou tel geste. Le chantier, c'est une extension qui avait été réalisée sur l'ancienne maison, mais qui avait été mal bâtie, mal faite. La charpente était vraiment très artisanale. Ils avaient des problèmes d'infiltration d'eau sur la couverture qui n'était pas étanche. Donc il a fallu revoir tout ça, reprendre la charpente, essayer de la mettre aux normes et refaire une couverture neuve pour qu'il soit étanche, pour pouvoir après, dans un second temps, l'isoler correctement. Notre rôle dans le projet, c'est faire un diagnostic auprès de la famille des travaux qu'elle aimerait réaliser par elle-même, de ses capacités, de ses disponibilités. C'est Stéphane qui est intervenu, qui a conseillé sur les choix techniques que pouvait mettre en œuvre l'habitant et qui a aussi fait l'interface avec l'artisan. Il a aidé l'artisan et l'habitant à élaborer ensemble leur projet de travaux. C'est Stéphane Vianeur et des compagnons bâtisseurs qui nous a parlé de l'AERA. On ne connaissait pas du tout. On trouvait ça très intéressant parce que on est un peu bricoleur, mais c'est vrai que quand c'est du spécifique comme ça, il faut s'y connaître. Et c'est vraiment le fait d'avoir un professionnel avec soi qui nous a réconforté dans le fait de le faire. On a participé sur toutes les étapes, puis on a eu aussi l'aide des bénévoles qui nous ont vraiment bien dépannés, quoi. Ça nous a vraiment fait avancer, on a gagné un peu de temps sur le chantier grâce à ça. J'ai appris des choses, surtout sur la structure en fait, la façon de structurer un toit, mais après tout ce qui était tronçonneux, c'est plus Boris qui le faisait parce que il maîtrise vraiment le truc, il voulait aussi que ça soit fait, je pense, nickel. Effectivement, beaucoup de choses sont dites hors de la garde. Kevin me disait, voilà, ma maison elle est presque aussi grande que celle-là. Hein, maison en pierre, Maison avec en les pierre mêmes aussi, difficultés, les ouais. toits et le reste. Exactement. Pas évident. Hein. Aurore de la Garde, donc une expérience positive, évidemment, celle que vous nous montrez là. Comment est-ce qu'on repère ces agriculteurs un peu isolés comme ça ? Alors justement, c'était l'objectif du programme AELA, en fait, de venir détecter les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on a travaillé avec les compagnons bâtisseurs Auvergne sur ce projet. Et donc on a, avec la MSA et les services sociaux notamment de la MSA, été capables de détecter les agriculteurs, surtout en région de moyenne montagne, puisqu'en Auvergne-Rhône-Alpes on a quand même beaucoup de zones montagneuses, qui pouvaient être dans des situations de précarité énergétique. Et donc ils ont été sensibilisés à ce programme par la MSA. Et par la suite, ils ont pu faire appel aux compagnons bâtisseurs et à Solia, tout d'abord, pour pouvoir bénéficier d'un diagnostic gratuit et énergétique de leur logement. Donc en fait, ils ont pu, grâce à ce programme, être complètement éclairés sur le chemin à parcourir pour arriver vers des travaux de rénovation énergétique de qualité. Et puis, pour notre partie, c'est ce qu'on disait, hein, mais des choix plus techniques. Et donc, on a pu accompagner, nous, compagnons bâtisseurs, environ 250 agriculteurs dans ce cadre-là. Et là, on est plutôt en fin de programme et en phase de réalisation des travaux. Pour le coup, Mathieu et Estelle, qu'on voit, commenceront lundi avec Laura, qui est bénévole et qui est dans la salle, qui est volontaire, pardon. La suite du chantier. Quelle différence vous faites, volontaires, bénévoles ? Alors, les volontaires sont des services civiques qui accompagnent notre association pendant une année, enfin un peu moins, et qui participeront au chantier avec les habitants, puisque le chantier se poursuit, mais cette fois-ci dans le cadre d'un projet ANA, on en reparlera un peu après, pour la partie intérieure, isolation et menuiserie du chantier qu'évoquait Mathieu. Après, tout le monde n'est pas capable de suivre une formation comme sans doute Mathieu et sa femme ont l'air de faire. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, volontaires, Kevin sûrement aussi. Vous devez avoir d'autres familles, les uns et les autres, qui ne peuvent pas entrer comme ça dans cette phase de travaux actifs. C'est sûr que
Y compris chez les agriculteurs, je veux dire, des personnes plus âgées. Il y a des facteurs qui font que le chantier va être plus facilement réalisable en autoréhabilitation ou non, et la question de la participation physique est forcément facilitante, et donc le fait d'être plutôt peut-être un peu plus jeune, mais c'est pas non plus excluant, et on peut tout à fait imaginer qu'une personne âgée bénéficiant de l'entraide de sa famille puisse bénéficier d'un chantier en autoréhabilitation accompagnée. Donc voilà, il y a des caractéristiques qui permettent d'être plus facilement, on va dire, réceptifs à l'ARA. Les agriculteurs sont un public qui est assez réceptif, notamment parce qu'on sait qu'ils ont la volonté de faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Et on a vu aussi que AELA qu'il y avait du répondant en tout cas face à la proposition du programme AELA, et que les agriculteurs étaient très intéressés par ce qu'on leur proposait. Les besoins pour vous, je crois que besoin de temps d'accompagnement, hein, c'est un des problèmes. Ouais. On ne vous en donne pas beaucoup si vous avez recours à des aides, c'est ça? La problématique, je pense qu'on sera beaucoup à se reconnaître, c'est que le temps et le temps masqué d'accompagnement d'une famille pour aboutir à ces travaux, alors là, pour le coup, pour l'exemple de Kevin, ça a été assez rapide, mais c'est souvent long. Ça demande des allers-retours, des ajustements du projet, du plan de financement, parce que voilà, on est sur des projets qui peuvent coûter cher et des ménages qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Donc on cumule des journées d'accompagnement qui sont peu visibles par nos partenaires, parce que forcément c'est du temps masqué, comme je disais. Ils ne sont pas faciles à valoriser devant vos partenaires, c'est ça? Exactement. Et là, typiquement pour Mathieu et Estelle, qu'on a accompagnés et qu'on continue d'accompagner sur un deuxième chantier, on est à peut-être plus de 10 jours au cumul sur les deux chantiers de temps d'accompagnement pour aboutir au final à ce que leur logement soit complètement rénové avec la partie autoréhabilitation. Ouais. Cette question du temps, Bertrand Clermont-Tonnerre ou Safia, vous la rencontrez aussi, cette difficulté-là? Parce que c'est vrai que il faut avoir les moyens, bien sûr, mais le temps, ça prend... ne serait-ce que convaitre les gens, les approcher, puis aller vers les bailleurs. En tout cas, pour les personnes que moi j'ai rencontrées, les familles, les habitants qui sont dans le collectif à Roubaix, c'est un temps... ce sont des phases qui se mettent bout à bout, d'acceptation, de questions qui s'entrechoquent comme ça dans la tête, qui soulèvent parfois des choses très très profondes. Quelqu'un va venir chez moi faire des travaux, c'est quelque chose d'extrêmement intrusif. Est-ce que ma maison elle est en ruine, elle est crade? Est-ce que je vais être jugée? Il y a vraiment un cheminement à faire avant, pendant et après, je crois. Oui, c'est très important ce que vous dites, Bertrand Clermont-Tonnerre, puis peut-être Yann. Safia a tout à fait raison. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Alors évidemment, il y a la perception. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a envoyé sa demande. Alors là, on est sur des rénovations subventionnées à l'ANA. Ça fait 3 ou 4 mois qu'elle attend la réponse. C'est excessivement long. Surtout que c'est des périodes d'inquiétude, de forte... ce qu'il y a, c'est que cette période, alors là je suis sur les subventions de l'ANA, quand quelqu'un est dans ce cheminement et quand quelqu'un sait que probablement ou très probablement elle va recevoir X milliers d'argent, ce qui sont des grosses sommes, hein, on parle de 20 000, 30 000, 40 000 euros, c'est quand même des grosses sommes, plutôt qu'être un cadeau, c'est une énorme angoisse. Et en fait, les gens sortent de là meurtris, alors qu'ils devraient sortir complètement, je dirais, complètement réénergisés comme Kevin. Or, ils sortent de là comme une suite d'inquiétudes de qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et donc, ce temps, il est très long. Et puis, alors, la perception est totalement différente. Par exemple, nous, on a une habitante, elle a l'impression que ça fait à peu près 6 mois qu'elle a fini les dossiers. Et donc, elle attend depuis 6 mois la réponse de l'ANA. Le Solia dit que ça fait que 3 mois que le dossier a été fini. Et en fait, l'ANA a reçu le dossier qu'il y a 1 mois. Donc, il y a une très, très forte différence entre les différents acteurs sur cette perception de... Mais grosso modo, c'est 18 mois, 24 mois, le temps de faire une rénovation accompagnée avec l'ANA.
Ça fait partie des revendications, ça, je pense qu'Aurore de la Garde peut confirmer ce que vous entendez là, des revendications auprès des pouvoirs publics, par exemple, qu'on essaie de gagner un peu de temps dans ces démarches, de les simplifier. Aurore ? C'est sûr qu'en passant par les projets ANA, pour le coup, on en reparlera et on précisera peut-être un peu les modalités, mais on allonge le temps, alors on gagne en qualité de rénovation, parce que forcément, on mobilise des financements qui permettent d'aller plus globalement dans le projet. Mais nous, tout le travail, c'est de garder la famille mobilisée pendant ce temps-là et de ne pas la perdre. On a plusieurs ménages qu'on a perdus comme ça parce que trop d'attentes, découragés, et parce qu'évolution aussi des modalités de financement assez régulières. Mais voilà, l'enjeu, c'est aussi qu'on travaille de mieux en mieux avec nos partenaires, les opérateurs ANA, etc., pour pouvoir peut-être avoir les informations plus rapidement, rassurer le ménage et puis fluidifier un petit peu tout ça, quoi. Yann Goisdet. Oui, du coup, effectivement, l'intérêt aussi parfois d'avoir la possibilité d'intervenir rapidement pour mettre l'habitant en confiance, en fait. Et puis c'est une première étape pour commencer à essayer de vraiment se familiariser avec ce chantier qui est en perspective, et puis voilà, que ça ne se fasse pas non plus de façon brutale. Et c'est vrai que concernant Kevin, donc, puisqu'il y avait aussi un opérateur habitat qui était dans la boucle, c'est vrai que ça fait maintenant, c'est au mois d'avril, il n'y a toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles, Kevin. Donc, c'est vrai non, ils sont passés déjà, mais pour l'instant... Ils sont passés, ils vous ont dit quoi ? On va revenir, on verra. Pour l'instant, j'ai pas décidé de les recontacter, mais bon, peut-être que je vais y aller quand même. Et pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. C'est à vous de faire la démarche du coup d'aller. Oui, mais ils sont déjà venus à la maison et puis ils ont fait le tour, ils ont pris des photos, voilà. Et pour l'instant, j'attends. Mais alors, vous êtes bloqué sur quel point là ? Je n'ai pas compris. S'ils ne viennent pas, je veux dire, s'ils ne répondent pas tout de suite. Ce qu'il y a, c'est que nous, on les a aussi interpellés pour savoir, pour connaître un petit peu par rapport à la prescription, le déroulé des travaux qu'ils pouvaient envisager, pour que notre intervention aussi se cale au mieux par rapport à ça. Bon, on n'a pas de retour, on ne va pas attendre des mois et des mois. Voilà, donc à un moment donné, on y va, tant pis. Donc vous avancez quand même. Voilà, ouais. On avance petit à petit à la maison et tout. Et puis si on me recontacte, c'est bien. Sinon, je retournerai les voir peut-être sans tarder, quoi. Vous en êtes où là ? Là ? L'électricité, c'est bon ? Alors, l'électricité, c'est bon. Le toit, vous n'avez pas autant de problèmes que... Non, le toit, j'ai pas de problème. C'était surtout l'isolation et puis les fenêtres et tout. Mais on a déjà réglé les plus gros problèmes. D'accord, vous allez bientôt avoir une belle maison. Elle est grande en plus. Oui, elle est grande. Je vais l'agrandir encore. Très bien. On n'a pas encore entendu Caroline de l'ETF, pardon. Ça a l'air d'être tout autre chose, ce dont vous vous occupez, mais pas tant que ça. Vous êtes sur les territoires d'outre-mer, donc on ne parle plus de froid, mais plus souvent de chaleur, mais aussi de catastrophes naturelles, d'inondations, de coups de vent violents et autres. Donc, dans tout ce que vous entendez là, vous retrouvez quand même des points communs, Caroline ? Oui, évidemment, on retrouve pas mal de points communs. Il y a des enjeux qui sont un peu différents en Outre-mer, évidemment. On l'a vu tout à l'heure dans les introductions, les définitions qui ont été données de la rénovation énergétique ou de la précarité, ça a toujours fait référence au froid et au chauffage. Or, il y a des endroits où il fait froid en Outre-mer, dans les Hauts de la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Mais le cas général, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment la chaleur qui est un problème quand la maison est mal isolée, mal aérée, mal ventilée, etc. Je ne saurais pas faire de comparatif de pénibilité entre avoir froid ou avoir chaud, mais c'est vrai que quand on est sous une tôle non isolée et qui fait 45 degrés dehors, on vit mal chez soi. Ça, c'est une certitude. Donc c'est vrai qu'on en parle assez peu de cette problématique de confort d'été. Il y a peut-être aussi un peu un retard dans la prise en compte de cette problématique sur les territoires ultramarins, et on n'a peut-être pas encore toutes les solutions, mais quand même il y a bien des travaux qui sont possibles pour améliorer ce confort. Il faut peut-être ajouter, pardon Caroline Liotev, qu'on parle de situation sociale souvent encore plus dramatique que celle qu'on connaît en métropole. Oui, tout à fait. On parle de situations très très précaires et notamment, c'est là-dessus que je voulais rebondir, un des autres enjeux, c'est déjà que ces habitants disposent d'un statut. Et
Ce qui est problématique, c'est que la question du foncier. Une grosse majorité de personnes tout à fait ne sont ni propriétaires ni locataires, donc dans des situations d'indivision, d'occupation paisible, mais assimilées à du squat. Enfin, en tout cas, des personnes qui ne peuvent pas venir et proposer, et montrer un bail ou un acte de propriété, donc qui ne peuvent pas solliciter de subventions pour l'amélioration de leur habitat. Et c'est vraiment problématique parce que du coup, il y a encore un retard supplémentaire qui est pris, le temps de régulariser cette situation. C'est régulariser une situation foncière, en moyenne, c'est 10 ans. Et encore, quand on y arrive, parce que pas mal de situations sont complètement bloquées, et si on y arrive, enfin, on devient potentiellement éligible à des dispositifs. Et là, on repart sur le temps long dont vous avez tous parlé autour de la table, sur le montage des dossiers, l'acceptation des subventions, le fait de trouver l'opérateur, le démarrage des travaux, etc., etc. Mais ça veut dire que ce sont des familles qui vivent là parfois depuis des générations, sur les mêmes terrains, complètement, et dont elles ne savent même pas si elles sont sans droit ni titre, on dit. Ils sont sans droit ni titre, tout à fait. Voilà. Bien souvent, la majorité des situations, c'est de l'indivision. Donc un aïeul décédé depuis 60-70 ans, qui n'avait pas fait de transmission notariée à ses ayants droit. Ceux-là même se sont installés sur le terrain, puisqu'il s'agissait aussi d'énormes parcelles à l'époque. Ils ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Tout le monde a construit sur le terrain. Et aujourd'hui, la pression immobilière et foncière étant ce qu'elle est sur ces territoires qui sont majoritairement des îles, et dans lesquels il y a de plus en plus de monde, il y a un enjeu de régulariser ces personnes pour qu'elles aient le droit d'y rester. Sinon, il y a aussi un potentiel expulsion pour récupérer du foncier. Et faire mais alors, en clair, comment ça se passe? Il y a bien des familles tout de même, il y a bien des situations où on arrive à avoir recours à tous les dispositifs d'aide publique. Quand on est... c'est que dans des situations où on est parfaitement en règle, ou est-ce qu'on arrive quand même à, même à avancer? Si vous êtes parfaitement en règle propriétaire-occupant avec votre titre de propriété en Outre-mer, malheureusement, il y a des dispositifs, et notamment ceux de l'ANA, qui ne sont pas accessibles en Outre-mer, qui sont accessibles qu'aux propriétaires bailleurs, et qui représentent une population assez anecdotique, on va dire, en Outre-mer. Donc il y a encore un troisième enjeu, effectivement, qui est de donner l'accès à ces dispositifs qui fonctionnent très bien en métropole, qui fonctionnent en métropole. Très bien, je suis pas sûre qu'on je ne jugerai pas de leur qualité, effectivement, je me suis un peu emballée, mais qui fonctionnent et qui sont accessibles, on va dire, en métropole, et qui ne le sont pas en Outre-mer. Alors après, aussi, il faut le préciser, il y a quand même des dispositifs spécifiques ultramarins qui ne concernent pas forcément la rénovation énergétique, mais il y a quand même des dispositifs, ça commence, des aides qu'on ne trouve pas en métropole aussi, voilà. Bien sûr. Donnez-nous quelques exemples très positifs et peut-être aussi sur l'avenir. On parle de transition écologique, donc évidemment l'enjeu climatique est très présent et ces régions sont très touchées, notamment par des catastrophes, on l'a vu à Saint-Martin, ailleurs. Mais donnez-nous quelques exemples qui peuvent être positifs, puisqu'après tout, il y a le soleil, il y a le vent, la mer, on peut utiliser ces énergies non renouvelables. Exactement, c'est quand même une grosse richesse en Outre-mer, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup c'est assez ventu, il y a beaucoup de soleil en règle générale, c'est principalement des îles, donc il y a la mer et la marée et les courants marins autour, donc il y a une source effectivement d'énergie qui pourrait être probablement plus exploitée, parce qu'aujourd'hui l'énergie qui est produite en Outre-mer coûte plus cher à produire localement que ce qu'elle coûterait en métropole, donc il y a véritablement un enjeu aussi à développer ce genre de filière de production d'énergie pour que les ultramarins puissent profiter d'une énergie plus propre, locale et potentiellement moins chère. Un exemple d'une expérimentation qui est conduite là, avec l'ANA, par exemple Alors avec l'ANA, non. Mais je pense que je laisserai aussi la parole à Roberto Quinones, qui est un administrateur des compagnons bâtisseurs de la Réunion, qui est présent dans la salle. Mais il y a des très beaux projets qui sont menés à la Réunion. Dans le cadre de l'ANRU, par exemple, peut-être, non? Alors dans le cadre de l'ANRU, effectivement, il y a un projet qui va émerger rapidement, mais il y a des projets qui sont réalisés depuis 2015 chez des habitants sans droit ni titre, grâce à un dispositif qui s'appelle l'OGRAL, l'opération groupée d'amélioration légère de l'habitat. Et les compagnons bâtisseurs, bien que ce dispositif ne cible pas spécifiquement la rénovation énergétique, ont inclus des petits travaux, lorsque c'est possible, en tout cas d'isolation, de ventilation, d'aération, de production d'eau chaude solaire dans les réhabilitations qu'ils ont pu faire avec les habitants. Et ça fait déjà réduire la facture pour les habitants qui sont
comme vous l'avez dit, bien souvent encore plus précaires. Et donc voilà, si on peut apporter aussi un mieux sur le logement, mais aussi sur leur facture, bon, c'est tout bénéf pour tout le monde. On n'est pas surpris d'entendre tout ce qui concerne les territoires d'outre-mer, avec finalement un peu les mêmes contraintes. On va donner la parole dans la salle dans un petit moment, enfin, si vous le souhaitez. Mais tenez, pourquoi pas ce monsieur de la Réunion, vous avez dit? Monsieur Quinones, Roberto, il est là. qui est là. Mais il y a d'autres projets, effectivement, que je n'ai pas présentés, mais je pense que ça serait bien qu'il en parle. Oui, on a des micros à votre disposition. Il y en a déjà au moins un qui se balade pour vous. Merci. Il est là, ce monsieur. Voilà, merci beaucoup. Qui vient exprès de la Réunion pour cette rencontre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Oui, donc Roberto Quinones, donc coprésident des compagnons bâtisseurs de la Réunion. Plus fort, oui. Et donc, oui, nous avons un certain nombre de dispositifs spécifiques aux Outre-mer. Donc, par quoi commencer? L'une des spécificités des compagnons bâtisseurs à La Réunion, c'est que nous intervenons également parfois chez des occupants sans droit ni titre, sans titre ni droit, oui, un truc comme ça. Et voilà, parce qu'en cas d'urgence... et sans attendre voilà, d'être parfaitement en règle, en gros. Oui, voilà. Donc c'est une des grosses problématiques, c'est effectivement d'intervenir alors qu'on n'est pas toujours forcément totalement en règle. Bon, personnellement, j'étais chargée pendant plusieurs années de représenter l'État devant les tribunaux. Donc, ces personnes-là que finalement j'ai attaquées aujourd'hui, avec les compagnons bâtisseurs, j'aide un petit peu à... je les aide à vivre, quoi. Ouais. Et sinon, donc on parlait également de précarité énergétique et de transition énergétique. Alors, on a essayé les dispositifs d'éoliennes, les dispositifs d'énergie solaire, mais bon, ça ne marche pas très bien à La Réunion. Donc aujourd'hui, la centrale à charbon, donc elle fonctionne à partir de bagasse, ce qui nous donnera une autonomie énergétique d'ici 4-5 ans. Donc bon, c'est déjà une bonne chose. Sinon, plus spécifiquement, donc nous avons, avec une intercommunalité, donc nous avons depuis 1 an ou 2 développé un outil c'est un dispositif qui nous a fait remporter le prix de la précarité énergétique il y a une semaine. Comment est-ce que ça s'appelle? Enfin bref, oui voilà. Donc c'est pas grave, ça n'a pas le nom, juste ce qu'il spécifiques. Ouais. Ouais. Voilà, on a comme quelques dispositifs spécifiques. Je voulais savoir si, nous aimerions savoir si il y a des collectifs d'habitants. Est-ce qu'il y a l'exemple de Safia Asdi là, qui nous a bien expliqué comment elle allait au-devant de ses voisins et comment elle-même avait été partie prenante dans la rénovation de son logement. Oui. Est-ce qu'il y a cette énergie-là? Oui, vous en tout rencontrez à fait. Chez vous aussi? Oui, effectivement. C'est une des raisons d'être des compagnons bâtisseurs aussi, c'est de tisser un lien social. Oui. Et donc, nous avons, dans certains quartiers, nous avons des animateurs qui parlent souvent shimaoré, enfin, parce qu'on a des personnes qui viennent des Comores. Et donc, ce sont des communautés, il faut absolument parler leur langue. Voilà. Et donc, il y a des collectifs qui se montent, des collectifs de quartier, et qui sont extrêmement actifs, effectivement, et qui font rayonner les compagnons bâtisseurs. Et que vous pouvez former aussi, enfin, comme c'est la vocation des compagnons bâtisseurs? Oui, alors relativement souvent, donc, on a des anciens bénéficiaires qui viennent chez nous, qui viennent nous voir pour être volontaires. Ouais. Même question pour vous, Aurore de la Garde. Je reviens sur la métropole. La formation, on en a dit un mot tout à l'heure, mais c'est facile ou pas de trouver des agriculteurs? Il vous reste un micro, tiens, Kevin va vous passer le sien. On va le faire circuler. De trouver des gens qui sont d'accord pour la formation, même qui viennent vous la demander? Ou est-ce que c'est quand même encore... Des bénéficiaires, vous entendez? Oui. Oui, compte tenu de la densité très faible, vous voyez, la difficulté à les joindre. Pour les agriculteurs, pour le coup, on a vraiment eu un dispositif d'aller vers, donc on allait les rencontrer à leur domicile. C'est vous qui y alliez, oui. Exactement. Et comment vous y alliez, comme ça, en repérant, en vous baladant?
Oui, alors c'est eux qui sollicitaient par les MSA aussi. Par les MSA l'accompagnement. Vrai, donc on prenait rendez-vous avec eux et on les accompagnait. Enfin, on accompagnait l'opérateur pendant le temps du diagnostic. Ça permettait d'avoir ce double regard un peu technique et énergétique et la question de l'autoréhabilitation, la capacité à faire. On a aussi produit une sorte de guide de référentiel pour pouvoir aider les ménages aussi à se positionner sur les types de travaux en décomposant tâche par tâche, en leur expliquant aussi ce que isoler voulait dire et donc ce que ça recouvrait, c'est-à-dire quelles tâches il y avait derrière tout ça, pour qu'ils puissent dire voilà, moi je me sens d'être accompagné ou de faire ça non, plutôt pas. Et donc on arrive à des ménages qui, en fonction de leurs souhaits, participent à un niveau plus ou moins élevé des travaux et des points de finition. Mais il y a, en tout cas, chez les agriculteurs, il y a un souhait chez beaucoup de faire par eux-mêmes. Donc, c'est un public qui est plutôt réceptif, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est leur maison. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment aller vers eux. Et en rural, c'est d'autant plus le cas que les exemples qu'on présentait en ville, comme à Dunkerque ou autre. Si on ne va pas vers les habitants en rural, là où il y a peu de dispositifs et peu de points d'information, on a beaucoup de mal à les capter et on ne les fera pas venir sur des lieux comme des outils tech qu'on peut avoir en ville. Voilà. Oui, c'était un peu le sens de ma question. Ça doit être plus facile quand même dans des zones urbaines comme chez vous, Safia ou Bertrand de Clermont-Tonnerre. Et je l'ai dit quand même, le tissu social est assez dense dans le nord de la France. Allez-y, ça doit être bon chez vous. Non. Vous ne l'avez pas débranché en appuyant. Il ne faut pas y toucher, en fait. Oui. À Roubaix, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup de personnes en difficulté. Donc, il suffit à la limite de sortir de chez soi pour les trouver. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'ils vont venir nous voir. C'est quand même un effort. Il faut aussi aller les chercher. Et puis si on ne va pas les chercher, finalement, c'est un peu toujours les mêmes populations qui éventuellement vont venir, mais aussi des populations qui sont encore plus loin et qui vont pas venir nous voir. L'autre avantage de Roubaix, c'est que, enfin, avantage pour alors, nous, on prend l'ensemble des habitants, c'est-à-dire des locataires comme Safia, des locataires de parcs social, des locataires privés, enfin des locataires de propriétaires privés, des propriétaires. Donc on prend toutes les personnes et on les aide. Quelle que soit la rénovation, quels que soient leurs besoins, etc. On part des personnes. Ceci étant, là où peut-être on est le plus efficace, c'est pour les rénovations accompagnées, pour les rénovations subventionnées, et donc c'est plutôt pour les propriétaires. Il se trouve qu'à Roubaix, il y a beaucoup de propriétaires de petites maisons qui sont en précarité, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais qui sont propriétaires de leur maison. Donc c'est plutôt eux qui viennent nous voir. À condition, bien sûr, d'avoir l'information, mais là-dessus, vous êtes assez actif, hein, vous essayez de la diffuser. On essaie de la diffuser. On essaie de la diffuser. Safia, tu peux peut-être en parler. On part d'un collectif. Alors, l'idée, nous, c'est on est en collectif et on travaille avec les habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas les habitants qui ont raison, ce n'est pas nous qui avons raison, c'est on s'assoit à une table et on regarde le devis ensemble. On s'assoit à une table, on remplit les documents ensemble, etc. Ce qui veut dire aussi qu'il faut une très grande confiance, puisque les personnes doivent ouvrir leur dossier à d'autres personnes et quelquefois à plusieurs autres personnes pour profiter à plein du collectif. Et donc, aller chercher les personnes, ce n'est pas si évident. Safia, tu veux... Oui, Safia Azny. Oui, il faut qu'on établisse réellement, lorsqu'on reçoit les habitants, un climat de confiance pour qu'ils nous ouvrent, comme dit Bertrand, leur dossier, mais aussi un petit peu, je ne vais pas aller jusqu'à dire leur cœur, mais un peu déjà leur chez eux.
Et, déjà leur maison, oui. Oui, tout à fait. Et de ce fait-là, nous, on se base sur... On ne fait pas la place de quelqu'un, on ne fait pas à la place de la mairie de Roubaix. Donc, on se base sur un réseau qui nous est fidèle, et notamment les compagnons bâtisseurs, mais d'autres personnes et d'autres entités qui nous permettent justement d'aller un peu à l'avant des habitants. Dans le quartier où l'on se situe, on essaie de travailler avec des associations qui sont à proximité, deux portes au-dessus, admettons, quoi, voilà, quoi. Être au plus pragmatique, au plus... Ouais. Et faire savoir Oui. que c'est possible, hein, parce qu'on Oui. on le sait pas toujours. Alors, on a bien compris que Kevin, il est assez fier, hein, on va le dire comme ça, de faire tout seul sa maison. Vous n'avez pas vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour l'instant. On va lui donner un micro. Vous habitez près de votre mère, d'ailleurs, qui est oui, dans la juste à salle. côté, elle Donc, habite à 300. J'ai acheté une maison pas très loin de chez ma maman. Oui. Bah, c'est bien. Ouais. Et Mais oui, vous êtes content de le faire seul. Mais... Je suis content de le faire seul, puis j'avais déjà fait ça avant, et là j'ai acheté une maison, et je suis tout seul maintenant dedans, donc avant j'étais en couple, maintenant là je suis tout seul, c'est beaucoup plus compliqué, les revenus ne sont pas les mêmes, mais oui, je suis toujours motivé à la faire seul. Je sais faire du carrelage, je sais tirer l'électricité, la brancher c'était autre chose, donc c'est mon collègue Yann qui est venu me faire tous les branchements et tout. Et bon, bah, il y a des choses on sait faire, mais il y en a d'autres, c'est un métier, donc il faut quand même qu'il y ait, des gens pour... On n'a pas dit, Kevin, que vous aviez retrouvé du travail aussi. Si, j'ai retrouvé... J'ai eu 2 ans d'arrêt à cause d'une fracture du poignet. C'est ça qui m'a mis un peu dedans, d'ailleurs. Et là, j'ai retrouvé du travail. Je suis sur la médiathèque de Sker, là. Donc, je suis tombé sur une super équipe. Et donc, là, je repars... du boulot à la maison, donc je suis occupé. Bel exemple qui fait plaisir aux compagnons bâtisseurs, j'imagine. Est-ce qu'il y a des questions justement dans la salle ou des témoignages? On veut bien en prendre d'autres sur tout ce qui est présenté, hein, sur cet accompagnement, avant de passer à l'autre table ronde. Bonjour à tous. Merci de vous présenter chaque fois. Voilà, merci. Donc, Alexandre Lagoguet, directeur de la NCB. Je voulais juste apporter un complément à l'intervention de Roberto pour préciser le cadre de cette expérimentation dans un programme ONRU sur la commune du Port. C'est un projet assez exemplaire puisque du coup il va se faire avec plusieurs partenaires. Donc on travaille avec le réseau FER notamment pour réaliser des diagnostics énergétiques chez les habitants, donc ils seront réalisés par les animateurs techniques des compagnons bâtisseurs. Et on va on va accompagner en tout cas les habitants qui étaient en accession à la propriété dans la réalisation de travaux pour la rénovation énergétique complète et performante. Et dans le cadre du programme ANRU, du coup le chef de projet ANRU nous a permis rénovation urbaine, hein, bien sûr. Nous a permis en tout cas de créer une ingénierie financière où l'accompagnement renforcé sera valorisé et financé par le programme d'investissement d'avenir. Et donc ça, c'est plutôt un montage qui va notamment nous donner des conditions favorables pour atteindre nos objectifs. Et je profite, tant que j'ai le micro, pour saluer Monsieur Gilles Vauclin qui vient de nous rejoindre. Parfait, j'allais demander s'il était... peut-être qu'il peut venir nous rejoindre, y compris sur cette scène, Monsieur Vauclin. Je ne vous vois pas encore. Vous voilà. Je vous ai présenté avant de votre arrivée comme grand témoin, donc on serait content d'avoir votre point de vue sur tout ce que vous entendez là. Si vous le permettez, auparavant, voyons si on a encore un autre témoignage à vous faire entendre dans la salle. Une autre région, oui. On ne vous voit pas très bien. On peut donner un peu de lumière dans la salle ou c'est difficile? Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, on ne vous voit pas. Donc, Sophie Magot, Groupe Atlantique. Okay. Moi, j'avais une question plus pour justement peut-être Safia. Est-ce que les habitants qui sont dans les programmes justement de rénovation énergétique se sentent concernés, impliqués par la partie plutôt environnementale? Ou est-ce que c'est une question générationnelle? Est-ce que vous voyez des différences justement entre les personnes qui bénéficient des dispositifs? Voilà, j'aurais aimé avoir votre éclairage là-dessus. C'est drôle parce que moi, en fait, je suis entrée dans le projet avec donc le bailleur social pour essaimer un petit peu l'utilisation des outils dont on disposait avec la réhabilitation par la porte de l'écologie, entre guillemets, parce que moi, c'était important de consommer moins d'électricité nucléaire, d'être un peu frugal comme ça. Et ça n'a absolument pas pris du tout. Ce sont des logements sociaux
qui sont pour la plupart habités par des retraités ou des personnes qui travaillent, mais bon, qui entrent dans les critères de logements sociaux. Et la façon de convaincre, ça a été le porte-monnaie uniquement. Enfin, pas de préoccupation écologique, même pas chez les plus jeunes, comme on vous disait. Pour mon expérience, en tout cas. Chez les plus jeunes, c'était des étudiants qui n'avaient... Enfin, c'était aussi la précarité des étudiants qui était mise en avant, parce que ils étaient là juste pour leurs études. Donc, voilà, quoi, ils s'approprient. Encore une fois, je pense que c'est une question d'appropriation de son logement. Et ils ne s'appropriaient pas du tout leur logement, c'était du temporaire. D'accord. Il faut savoir que Safia est un peu une enquiquineuse sur les problèmes d'environnement et encore plus sur les problèmes d'informatique, de data, de sécurisation des data, de bien s'assurer qu'on ne va pas donner nos data à des... C'est vraiment, j'allais dire, une emmerdeuse là-dessus, mais elle est capable de nous bloquer des projets informatiques parce qu'elle n'est pas sûre que... Voilà, j'exagère pas. Pour un peu, elle serait lanceuse d'alerte. Oui, pas loin. Oui, non, mais elle est très, très impliquée là-dessus. Ben voilà, mais peut-être qu'on vous entendra aussi sur ces aspects écologiques. Apparemment, vous êtes écoutés dans votre quartier. On salue Gilles Vauquelin, donc merci d'être venu nous rejoindre. Et vous avez ce rôle de grand témoin. Alors, vous n'avez pas assisté à tout, mais vous voyez à peu près ce que nous présentons là. Je précise que vous avez participé au rapport, ce fameux rapport Sichel, dont on peut peut-être dire un mot. Et même, vous y avez fait la partie accompagnement, qui est notre thème sur cette table ronde. Premier commentaire, ce que vous entendez, Monsieur Vauquelin. Merci à tous d'abord de m'accueillir avec ce petit retard. Je m'en excuse. J'intervenais ce matin à Paris, donc il a fallu que je prenne le train entre midi et 2, mais très heureux de vous rejoindre. Alors effectivement, j'ai pas pu écouter tous les témoignages, j'en ai déjà entendu quand même une partie. Et j'ai envie de rebondir un peu sur la dernière question qui a été posée, en fait, sur la question de comment est-ce qu'on couple effectivement traitement de la précarité et de la précarité énergétique en même temps. En fait, ça c'est un peu le sujet. Et c'est un sujet qu'on n'a pas abordé frontalement dans le rapport Sichel. Alors je dis pour tout le monde, le rapport Sichel, c'est le rapport qui avait été demandé par les ministres au patron de la Banque des Territoires pour notamment faire des propositions sur la façon dont on pouvait accélérer la rénovation énergétique des logements. Voilà. Et donc ce rapport a fait des propositions, c'était en début d'année, et ces propositions en fait ont été introduites dans la loi climat, qui ensuite a été votée donc pendant l'été. Donc aujourd'hui, dans la loi, vous avez la reprise en compte en fait des propositions du rapport. Voilà. Et dans ces propositions, effectivement, il y a une proposition sur l'accompagnement, puisque le constat qu'on avait fait quand on a fait ce rapport, c'est que il y avait effectivement un vrai problème d'information en fait, et d'orientation des propriétaires. Occupants ou bailleurs pour faire rénover en fait leur logement, et que surtout il y avait une telle complexité d'interlocuteurs et de systèmes et d'aides qui fait que c'était très compliqué pour un propriétaire isolé de s'y retrouver et de se lancer dans un projet qui peut être lourd financièrement, quoi. Et donc du coup on a fait cette proposition de systématiser en fait ces accompagnateurs Rénov', c'est comme ça qu'ils ont été appelés. Alors, ils n'existent pas encore, ils vont entrer en vigueur en 2022 en principe. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des gens qui travaillent aujourd'hui dans le réseau FER, qui sont par définition vont être labellisés. Donc ils existent déjà. C'est aussi les gens qui travaillent en tant qu'opérateurs agréés pour l'ANA aujourd'hui, qui vont aussi être labellisés automatiquement accompagnateurs Rénov'. Mais la nouveauté du rapport et donc de la loi, c'est d'introduire un élargissement du champ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres interlocuteurs, des professionnels du bâtiment au sens large, qui pourront être agréés aussi à leur tour pour élargir la base en fait d'accueil. Pourquoi tout ça ? Parce que le vrai problème, et là je reviens sur la question qui a été posée, c'est que en clair, si on veut être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050, c'est quand même ce que la France a décidé, et l'Europe aussi derrière, c'est qu'il faut absolument qu'on rénove beaucoup plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais beaucoup, beaucoup plus vite. Donc le sujet c'est ça. Donc effectivement c'est très important que quand on fait une rénovation, on fasse pas une rénovation uniquement pour améliorer le confort, mais aussi surtout pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, parce que d'abord c'est un impact direct sur la facture évidemment d'énergie à la fin du mois. Donc c'est vraiment un élément très important.
Mais au-delà de ça, évidemment... Oui, pardon. Non, pardon, je vous interromps. Dans le rapport, je cite un accompagnement généralisé et obligatoire des ménages par un référent. Obligatoire, ça veut dire que... obligatoire pour pouvoir bénéficier des aides aux travaux. D'accord, il faut préciser. Voilà. C'est pas que vous pouvez le faire de par vous-même et vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez en fait en termes de rénovation. Il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, c'est que si vous voulez bénéficier à terme des aides aux travaux, celles qui sont distribuées aujourd'hui ou demain, vous devez avoir un référent. Voilà. Effectivement, l'idée c'est que vous devez avoir un référent, mais ce référent, il est financé. D'accord. C'est pas vous qui le financez. Oui. Alors, vous allez peut-être le payer, mais vous allez recevoir une subvention pour pouvoir payer. Voilà. D'accord. Donc c'est ça le principe. Hein. C'est de pouvoir effectivement coupler accompagnement de la personne au départ, puis ensuite réalisation des travaux. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un continuum entre la décision, enfin la conception de la rénovation et ensuite la réalisation des travaux, eh bien en fait on se rend compte que c'est très compliqué. Et donc il faut avoir des gens qui accompagnent. Donc on y a 2 autres mesures, il y a 3 leviers d'action qu'on peut retenir dans ce rapport, il y a évidemment bien d'autres choses. Donc cet accompagnement, un parcours simplifié, là on va vous entendre, hein. Une plateforme unique, un dossier unique partagé, on va y arriver à tout ça, un compte sécurisant les flux financiers, un partage des données, tout ça, et un financement qui permette notamment de mieux toucher les ménages modestes. Ça, c'est la question du non-recours dont nous a parlé Suzanne de Chevigné. C'est même incroyable, les chiffres sont impressionnants sur ce non-recours. Donc c'est à ça que ça fait allusion, j'imagine. Alors, l'accompagnement, oui, c'est plus large. Oui. L'accompagnement, en fait, l'idée, c'était que il faut qu'on ait un système d'information qui soit un peu unique. Parce qu'on parle d'une situation, vous avez les gens qui sont suivis par l'ANA, les gens qui étaient suivis par l'ADEME, donc 2 administrations, des réseaux différents. Donc ça a ajouté à la complexité, en plus de la complexité des aides, donc il fallait simplifier tout ça. Et donc on a dit, en gros, ça serait quand même bien qu'on ait finalement un seul système, un seul pilotage. Donc c'est ce qui a été décidé par la loi, puisque dorénavant c'est l'ANA qui va être responsable de tout le pilotage de la rénovation des logements. Donc, voilà, ça c'est plus clair. Et donc, ce qu'on avait préconisé, c'est qu'il y a un système d'information. Donc, si vous voulez une plateforme digitale dans laquelle vous faites votre demande d'aide, parce qu'aujourd'hui ça existe déjà. Hein, et qui concentre tout. Et qui concentre tout, y compris l'accompagnement au départ, des aides ensuite. Et puis aussi le réseau aussi des artisans qui font les travaux et qui sont labellisés RGE, parce que en fait, ça veut dire qu'ils sont qualifiés pour faire des travaux et pourraient faire des travaux performants. Donc tout ça, c'était l'idée qu'on puisse faire un seul continuum. Alors l'État n'a pas repris intégralement tout ce qu'on avait proposé dans le rapport, mais il a quand même pris une grande partie, puisque en fait, ce qui a été annoncé au mois de septembre, là, tout à fait récemment, hein, c'est qu'il y aurait donc maintenant un seul numéro de téléphone, une seule plateforme web, et donc un seul point d'entrée qui soit plus visible pour pouvoir quelqu'un qui ne sait pas à qui s'adresser, en fait, qui est un peu perdu, eh bien, il peut rentrer dans cette plateforme et avoir aussi le réseau aussi des accompagnateurs demain et le réseau des artisans ou des professionnels du bâtiment demain qui pourront faire les travaux. Voilà. Bien, merci pour ces précisions, des réactions peut-être à ces propositions du rapport, propositions déjà suivies des faits. Est-ce que dans la salle, on veut encore intervenir? Oui, je vois quelqu'un là-haut. Ou peut-être une autre question, témoignage. Attention, ne donnez pas 2 micros en même temps. On va commencer à droite. À droite pour nous, pardon. Je vous ai repéré là-bas. Bonjour. Jacques Matelot, des Compagnons Bâtisseurs. Je profite de l'intervention de monsieur aussi pour Compagnons sur Bretagne. Oui, merci Olivier, directeur adjoint. Sur la question de dispositifs, je dirais un peu classiques, notamment la mobilisation de l'ANA. Donc il y a plein de résultats, mais y compris sur la rénovation énergétique, voire surtout sur la rénovation énergétique, notamment pour les publics autonomes, qui sont modestes ou très modestes, mais qui ont des moyens de cofinancer. Et qui ne sont pas forcément précarisés. Nous, on est sur certains noms plus petits, quoique en très grande augmentation, de personnes qui ne sont pas autonomes. Donc pour ces publics-là, globalement, une des problématiques quand même des dispositifs, je ne parle pas même des opérateurs, mais du dispositif lui-même, même s'il n'a pas été fait pour ça à l'origine, on peut le comprendre, c'est qu'il a pour des très bonnes raisons, y compris légitimes, des objectifs très importants. C'est qu'il faut aller vers la rénovation globale, qu'il faut faire de la rénovation énergétique. Sauf qu'on tombe sur des situations où c'est de la précarité énergétique, mais aussi, c'est aussi du mal logement. C'est aussi de l'urgence. C'est aussi qu'il pleut dans la maison. C'est aussi qu'il y a une insécurité électrique, comme chez Kevin, et qu'on fait un diagnostic en cochant plein de cases. Donc vous avez le droit à plein de financement, mais il faudra attendre 24 ou 18 mois. Et ça, c'est pas possible. On a parlé du temps long, effectivement. Et ça, c'est pas possible de cocher une case en disant il y a un danger, donc ça vous donne droit à des aides, mais vous attendrez 18 mois pour qu'il n'y ait plus de danger.
Ça, en fait, c'est une problématique. Il faut travailler sur la question des parcours travaux. C'est ce qu'on a évoqué. Donc c'est un enjeu énorme. Sans parler de tous les gens comme Kevin, j'arrêterai là, qui ont commencé leurs travaux parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient forcément tout faire. Il y en a plein. Et les gens qui n'ont pas les moyens, ils commencent leurs travaux. Et quand ils vont voir les opérateurs, on leur dit, vous avez commencé vos travaux, pas d'ANA. Pas d'ANA, pas de projet. Ça, c'est un sérieux problème. On l'a beaucoup entendu, Gilles Vauclin. Vous ne le découvrez pas. Non, je ne découvre pas. En fait, nous, ce qu'on avait proposé dans le rapport, c'est que l'État puisse avancer les aides. En fait, vous n'avez pas été suivi ? Je ne suis pas sûr. Enfin, je n'ai pas vérifié, à vrai dire. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème de volume d'aide. Parce qu'il faut quand même se mettre à la place de l'État. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc là, ce qu'on a proposé dans le rapport, c'est quand même d'accélérer le tempo. Donc ça veut dire augmenter les budgets. Vous avez vu que MaPrimeRénov' a été reprolongée sur 2022 avec 2 milliards. Et MaPrimeRénov' fonctionne très bien en passage. Quand vous voyez les chiffres en 2021, c'est très impressionnant. On était sur une base de 300 000 rénovations, 250 000 jusqu'en 2020. Là, cette année, on est sur une base de 800 000. Donc ça veut dire qu'on a changé d'échelle quand même. Faut bien avoir ces chiffres en tête. Bon, donc derrière, ça veut dire qu'il y a de l'argent en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui ont un reste à charge qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, si en plus il faut avancer effectivement la subvention, ça devient un peu insupportable. Donc nous, ce qu'on avait dit, ce serait quand même bien qu'à partir du moment où le dossier est accepté, je dirais, en première analyse, on puisse effectivement faire l'avance d'aide au fur et à mesure pour franchir les différentes étapes et que ce soit du coup un peu moins compliqué pour un propriétaire de lancer ses travaux, sachant que derrière, s'il arrive à avoir un emprunt, il pourra ensuite compléter le financement de ses travaux. Voilà. Donc, grosso modo, c'était un petit peu ça. Il y avait une deuxième proposition qu'on a faite, qui était de dire, en gros, ce qu'on avait vu, c'est que pour les personnes qui sont propriétaires occupants, par exemple, qui sont très modestes, en gros, le niveau en fait, de reste à charge, après subvention, c'était entre 15 et 30% à peu près. Voilà. Et quand vous étiez modeste, c'est-à-dire dans deuxième décile, c'était plutôt autour de 30-40%, voilà, de reste à charge. C'est la situation actuelle. Et voilà. Donc nous, on a plutôt proposé effectivement que ça soit réduit. Mais je pense que pour des raisons budgétaires, l'État n'a pas suivi. Bien sûr, mais vous êtes conscient du problème qui effectivement ressort. Ouais. Et on peut le dire dans d'autres régions aussi. On va arrêter ici cette première table ronde, mais Gilles Vauclin, vous restez sur cette... Ah, il y avait encore une dernière question. Oui, pardon. Je l'avais promis, excusez-moi. On vous écoute. Bonjour à tous. Petite question, petite remarque. Donc, je suis Romain Laurent, je suis un ancien compagnon bâtisseur des Hauts-de-France. Je suis administrateur des compagnons bâtisseurs Bretagne. Et je suis également, je suis en charge de l'espace Faire de Quimper-les-Communautés. Donc, enchanté, Kevin Renaud. Enchanté. On habite le même territoire. Ce qu'on constate, je trouve que le territoire de Quimper-les-Communautés, il est à l'image de ce qui se passe dans beaucoup de territoires de petites EPCI où les habitants, mais aussi les collectivités et les élus locaux sont en difficulté sur la question du logement et de la rénovation énergétique. La complexité administrative dans laquelle nous sommes ralentit les processus de décision et les processus d'action. Ça, c'est un point qui est sûr. J'ai noté la petite remarque. Je ferai passer à mes collègues aussi l'information sur le dossier et la complexité des dispositifs ANA. L'opérateur ANA, il n'est pas là aujourd'hui, en l'occurrence. Mais la complexité administrative et le millefeuille administratif ralentit les processus d'action. Ça, c'est des choses de terrain. Je voudrais juste faire une remarque sur l'accompagnateur Rénov' et les chiffres. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont quantitatifs, ils sont importants. De ce qu'on voit sur le territoire où on intervient, une grande majorité des chiffres concernent des rénovations au coup par coup, poste de travaux par poste de travaux, et non pas des rénovations globales, comme tu le faisais remarquer, Jacques. Donc on a un processus quand même qui est ralenti par ça. On sait très bien que la rénovation énergétique, elle est plus pertinente lorsqu'elle est au premier coup. Elle est plus économique au premier coup en rénovation globale. Malheureusement, juste un chiffre comme ça, on a plus de 50%
des chiffres MaPrimeRénov' sur le territoire de Quimper-les-Communautés qui concernent l'installation de pompes à chaleur. Pompes à chaleur, énergie électrique. On commence à mettre des pompes à chaleur dans des logements qui sont parfois en, je ne vais pas dire qualifiés de passoires énergétiques, il y a une vraie définition là-dessus, mais très déperditifs. Ça pose des vraies questions sur l'indépendance énergétique des habitants demain, sachant que le prix de l'électricité en 3 mois a été multiplié par 3. Voilà. Et que ça n'est pas fini. Juste une petite réaction, parce que c'est très court. Donc tout à fait d'accord. Et nous, on avait le chiffre que même c'était 85% des travaux aujourd'hui de rénovation qui sont un changement d'équipement, point barre. Donc il n'y a pas de vision globale. Et ça, ce qu'on a imposé effectivement, ce qu'on a proposé dans le rapport et ce qui a été repris, c'est que dorénavant, pour pouvoir faire un geste comme ça, il faudra être sur des montants de travaux qui sont inférieurs à 5 000 €. Et au-dessus, il faudra qu'il y ait effectivement une proposition faite par l'accompagnateur de faire une rénovation qui soit BBC par étape. Merci pour cette réponse. Merci à tous pour cette toute première table ronde. On va poursuivre, bien sûr, nos échanges là pour la suite. Merci Kevin, merci Safia. Et vous restez bien sûr avec nous. On interviendra encore si vous le voulez, de la salle, bien entendu. Alors, on a quelques... Et vous restez, monsieur Vauclin, s'il vous plaît. Vous êtes notre grand témoin, comme je l'ai dit, Banque des territoires, Caisse des dépôts, et très partie prenante, comme on voit dans ce rapport notamment. Alors, on va poursuivre sur la deuxième table ronde. Il y a eu quelques petits changements que je dois vous annoncer. Donc, on va peut-être un peu bouger aussi la présence sur cette tribune. On va parler de coopérer et innover à présent, en commençant par justement articuler les différents dispositifs existants. Et je dois excuser Tiffaine Esnault, et c'est bien dommage, et qui est responsable du service conseil et appui au territoire de l'ANA. Mais dans la salle, on me dit qu'il y aura des réponses à apporter pour ce qui concerne les dispositifs ANA et les changements surtout qui sont intervenus. Et je dois également excuser, alors c'est dommage aussi bien sûr, le maire de Mélès, M. Claude Jaouen, qui est de la commune de Valdy-l'Aubigné, qui est souffrant, qui ne peut pas non plus être présent. Et c'est Jacques Matelot qu'on a entendu tout à l'heure, directeur adjoint des compagnons bâtisseurs Bretagne, qui va le remplacer, si j'ose dire, en tout cas parler sur ces questions bricobus dont Claude Jaouen devait nous entretenir. Et enfin, j'appelle pour le dispositif SLIM, on va rentrer un peu dans le détail de ce dispositif, Léa Le Souder et Bénédicte Garçon. Donc venez en compagnie de M. Matelot, venez tous les trois s'il vous plaît, pour cette toute première partie. Et là encore, bien sûr, dans la salle, vous êtes avec nous quand vous voulez.